Écoute active. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette 3e émission d'Écoute Active que vous retrouverez tous les 2 mois sur Radio Anthropocène. Nous sommes en direct des locaux de Radio Anthropocène cette fois-ci pour nous questionner sur les enjeux politiques et de société qui traversent l'industrie musicale. Aujourd'hui, on s'attaque à la lutte des classes et nous demander si être artiste est un truc de bourgeois. Car la musique est souvent présentée comme un espace de liberté d'expression, un art universel où seul le talent compte. Derrière l'image romantique de l'artiste passionné se cache une réalité bien plus brutale, celle des inégalités sociales qui façonnent les parcours. Apprendre un instrument, intégrer un conservatoire, comprendre les codes de l'industrie, tout cela demande bien plus que du talent et de la passion. Il faut souvent du temps, de l'argent, des contacts, une certaine éducation musicale, autant d'éléments qui ne sont pas répartis de manière égale dans la société. Si l'on regarde de plus près, qui parvient à faire carrière dans la musique? Qui accède aux scènes, aux studios, aux réseaux qui comptent? Qui peut se permettre de tenter, d'échouer, de recommencer sans craindre la précarité? Peut-on réussir dans la musique sans capital culturel et social? Et si le talent, plutôt qu'un don mystérieux, n'était qu'une construction façonnée par l'environnement et les opportunités? Certains et certaines ont plus de facilité à entrer et s'imposer dans ce milieu. Et donc, pour faire de la musique ou travailler dans les industries artistiques, il faut maîtriser des codes et des mécanismes invisibles. Pour discuter de comment l'industrie musicale pourrait s'ouvrir à plus de diversité sociale, je suis entourée de 3 invités et pas des moindres. Juste à côté de moi, Rosamélie Dacugna. Tu es directrice artistique et programmatrice indépendante. Salut. Salut. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Comment tu vas ? Moi, je vais très bien. Paradoxalement, en ce moment, ça va. Je suis accompagnée, je préviens, si on entend un peu de bruit, je suis accompagnée par mon petit chien qui s'appelle Yumi. Qu'on entendra peut-être un petit peu en fond et qui est juste en dessous de tes jambes. Juste en face de toi également, Colline Bernardini. Tu es manageuse d'artistes, directrice et cofondatrice de Newform, une structure d'édition phonographique. Bonjour Colline. Bonjour Camille. Merci énormément d'être là. Est-ce que toi aussi tu vas bien ? Oui, je vais très bien. Merci. Et pour finir, on ne pouvait pas éviter d'avoir avec nous un sociologue et un anthropologue. C'est Jean-Paul Fillot. Tu es enseignant-chercheur aux universités de Lyon, spécialisé dans l'éducation artistique et la médiation. Merci beaucoup d'être là et d'être notre caution sciences sociales pour cet épisode. Bonjour. Merci, bonjour. Est-ce que toi aussi, tu vas bien ? Je vais bien. Donc, la thématique de cet épisode d'Écoute Active, c'est sur la lutte des classes dans l'industrie musicale. Vaste sujet. Évidemment, en 1 heure, on n'aura pas le temps de tout traiter, mais on va essayer de faire au mieux. Pour démarrer, l'accès à la musique et aux arts, est-ce que c'est un privilège ? C'est un peu la première question qu'on va se poser. Pour faire les choses dans l'ordre, commençons par faire justement les constats, les concepts. Quelles sont les principales barrières sociales à l'entrée dans la musique ? Je me tourne vers toi, Jean-Paul, pour commencer. Alors déjà, en sciences sociales, parce que je suis sociologue, anthropologue, historien, voilà, c'est les sciences sociales qui partent toujours de l'idée que rien n'est aussi naturel qu'on le pense. Il y a toujours des constructions sociales et culturelles, il y a une histoire. Et cette histoire, elle fabrique des choses, y compris les choses qu'on pense les plus naturelles. Et donc, par exemple, le goût, l'émotion, évidemment, c'est un peu désenchantant pour ceux qui pensent que tout vient de l'intérieur et de l'individu, et notamment par rapport à l'artiste que tu as dit au début sur le fait que parfois, et c'est une représentation tenace, que les artistes seraient transcendés par la création et que, alors c'est pour ça qu'on les paye pas, par exemple, des fois on leur dit voilà, de toute façon, vous pouvez vous satisfaire de ce que vous êtes. Donc, alors cette histoire-là, quand on pense musique, par exemple, en général, on va élargir à la question artistique. Et quand on va penser la question artistique, on va penser aux pratiques sociales et culturelles en général. Et donc, le concept qui organise le mieux ça, à mon avis, c'est celui de socialisation. Alors, on pourrait en parler des heures, mais c'est en gros, elle pourrait se définir très très simplement par c'est le petit chien. Oui, Yumi est en train de... Donc, la socialisation, elle se définit tout simplement par la fabrication de l'identité au fil du temps. Et donc, la première instance ou institution qui socialise, c'est la famille. Et à partir de là, on parle des origines sociales des personnes et on s'aperçoit que les pratiques, alors y compris les goûts, sont construits socialement. Et par exemple, je citerai, alors c'est une citation qu'on utilise parfois quand
quand on veut montrer combien la famille compte et combien parfois on peut avoir une conception un peu naturaliste de tout ça, c'est le compositeur Pierre Boulez, qui est décédé il y a pas longtemps, à qui on demandait comment vous êtes venu à la musique, et il dit « Tout naturellement, on avait mis ma sœur aînée au piano et j'ai voulu en faire le moment venu ». Donc, s'il n'y avait pas eu la sœur au piano, s'il n'y avait pas la famille qui a fait faire du piano à la fille, ça ne serait pas arrivé. Mais il dit tout naturellement. Et donc, évidemment, c'est du point de vue de son expérience du moment. Moi, j'ai quelqu'un dans ma famille qui est un cousin éloigné et tout ça, qui à 9 ans s'est trouvé devant, avec ses parents, il y avait Grease à la télévision, il voit John Travolta danser, il dit « je veux faire ça ». Il s'arrête, il fait de la danse. Et donc, maintenant, à Londres, il joue dans Grease, il fait Travolta, etc. Alors là, on a un parcours, on se dit, mais c'est pas possible. Et donc, si on prend des exemples comme ça, qui sont des exceptions, mais au sens le plus fort du terme, ça arrive très, très peu souvent. Il faut quelque chose un moteur et évidemment un encouragement familial à le faire. Juste pour dire que, en fait, comme on est dans une société qui valorise beaucoup l'individu et la liberté individuelle, quand on est sur la question des goûts, et sur les questions de l'art, c'est là peut-être qu'on a le plus de difficultés à penser qu'il y a des déterminants sociaux. Et là, c'est là que les statistiques nous aident à y voir un petit peu plus clair. Donc depuis plus de 5 décennies maintenant, le ministère de la Culture fait une étude sur les pratiques culturelles des Français. On trouve ça sur Internet, maintenant il y a toutes les données, donc vous pouvez aller voir ça. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dessus, Philippe Coulangeon par exemple. Sur le travail artistique, il y a Marie Buscato, donc vous pourrez aller voir les noms de ces personnes pour avoir un peu de détails. Mais en gros, on a une chose très intéressante qui se passe à notre époque, c'est que on a un maintien de structures sociales qui font que quand vous êtes d'un milieu favorisé, autrement dit, vous avez une famille avec un capital économique qui permet d'avoir un capital social et culturel, autrement dit un réseau plus étendu que les autres, des moyens financiers qui permettent la fréquentation des lieux culturels, voire de faire de la pratique artistique à l'école, voire d'être aidé quand vous avez votre diplôme d'art, mais que vous avez 5 ou 10 ans, où vous ramez un petit peu, vous êtes dans la précarité, vous pouvez vous permettre d'être dans la précarité parce que vous avez la famille qui peut aider ce temps-là. Mais après 10 ans, en plus, les gens arrivent à un âge où ils ont éventuellement une aventure conjugale, familiale, qui devient parentale. Et donc là, il y a un moment donné, c'est est-ce que je peux vivre de mon art ou pas ? Et là, il peut y avoir un conjoint qui a un salaire tout à fait suffisant pour que la personne continue d'être artiste. Donc, c'est tout ça que les sociologues essayent de débusquer. Alors, évidemment, ça désenchante un peu parce qu'on pense toujours que c'est l'individu qui meut lui-même ses propres choix, ses propres goûts. Et donc, évidemment, qu'il y a des choix et qu'il y a des goûts et qu'il y a des émotions que certains ont et que d'autres n'ont pas et que ça permet un moteur. Il y a des résistances aussi aux pressions familiales. J'ai toujours voulu être artiste, mes parents ne voulaient pas, j'ai insisté, j'y suis arrivé, par exemple. Donc là, c'est bien l'individu qui fait un travail de résistance à son milieu et qui arrive à quelque chose. Donc là, on est sur des parcours un peu différents. Pour terminer un peu là-dessus, ces parcours sont possibles aussi parce qu'en France, il y a des structures culturelles, il n'y a pas que l'institution familiale. Il y a des politiques culturelles, il y a des MJC, il y a des associations, il y a des rencontres. Et maintenant, il y a des nouveaux médias qui permettent à des jeunes d'apprendre un instrument sans avoir de cours, parce qu'il y a des tutos YouTube, où vous pouvez même trouver un tuto spécial qui joue la chanson que vous aimez et vous apprenez cette chanson-là et vous la jouez et les gens sont surpris en se disant « Waouh, tu joues de la guitare, tu joues de la batterie et tout. Bah, je connais que ce morceau. Par contre, je le joue super bien. » Et là, à partir de là, se développent des compétences, mais qui, évidemment, au-delà du morceau appris, est-ce que la personne va devenir musicienne, va continuer de le faire? Est-ce qu'elle trouvera les réseaux pour le faire, les rencontres pour le faire? Et ça, c'est toute la question des parcours. Et heureusement, il y a ces structures sociales dont je parlais, et il y a toutes les exceptions qui tournent autour, qui sont souvent des exceptions qui confirment la règle. Si vous avez vu le film Divertimento, on est vraiment sur quelque chose d'exceptionnel. On se dit soit elle le voulait vraiment, là encore, c'est une enfant devant une émission de télé qui voit un chef d'orchestre, un peu comme mon cousin là. Mais évidemment que si elle n'avait pas eu le directeur du conservatoire de Stein en Seine-Saint-Denis et son père, on voit ça très bien dans le film, eh ben, elle n'y serait pas arrivée non plus. Donc voilà, c'est multifactoriel, comme on dit de nos jours, et il faut prendre en compte un peu tous les facteurs qui permettent de voir qu'une personne devient professionnelle de la musique.
Oui, merci beaucoup. Ça pose absolument toutes les bases de ce dont on va parler là pendant une heure. Donc merci. Tu as beaucoup insisté donc sur les parcours. Moi, j'aime bien utiliser le mot trajectoire aussi dans l'industrie musicale. Je trouve que c'est assez parlant. Et tu as beaucoup parlé donc de la famille et du rôle déterminant de la famille. Je me tourne vers Colline et Rose-Amélie. Vous êtes toutes les deux donc des professionnelles de l'industrie musicale ou artistique. Enfin, Rose-Amélie, on en parlera peut-être, mais tu es plus spécialisée dans la danse, mais bien proche du monde de la musique. Comment vous en êtes arrivé là? Vous avez pour le coup pas de personnes dans votre famille qui travaillent dans la musique, donc vous êtes ce qu'on appelle ce que disait tout à l'heure Jean-Paul, peut-être des exceptions. Et donc c'est intéressant d'avoir un peu votre retour sur ces parcours-là. Comment vous avez réussi à en arriver jusque-là? Peut-être commencer par toi, Colline, si tu te le sens. Tu me disais, enfin en off, que à plein de moments t'as pensé à peut-être quitter aussi ce milieu-là, que tu t'étais posé des questions sur si l'industrie musicale c'était vraiment fait pour toi, etc. Enfin, il y a eu des périodes de questionnement. Donc peut-être tu peux nous raconter un peu comment t'en es arrivé là. T'as fait énormément d'études. Enfin voilà, t'as un parcours assez particulier. Du coup, quand on discutait en off, c'était plutôt la question de comment je me suis retrouvée là et même de quoi je pouvais aller parler aujourd'hui par rapport à mon parcours et tout ça. Parce que mes parents ne travaillaient pas du tout ni dans la musique ni dans la culture. Même pour faire très simple, ma mère est secrétaire et mon père est coiffeur pour hommes. Et du coup, je me suis un peu demandé comment je me suis retrouvée là. Et même avant ça, comment j'ai fait mes études. Parce que du coup, je suis la seule à avoir fait des études dans ma famille. Depuis longtemps. Enfin, depuis toujours, en fait. Et c'est juste que des fois à l'école un peu républicaine et méritocratique, horrible. Mais ça marche. Dans le sens où j'ai été bien accompagnée. Il y a eu beaucoup, beaucoup de belles rencontres qui ont fait que ça commence par un prof d'histoire avec qui ça se passe trop bien au lycée et qui me fait passer le concours de Sciences Po et ça marche et je suis boursière et du coup ça peut le faire. Et je me retrouve dans ce discours de pendant 10 ans, 10 ans non peut-être pas, du coup un peu moins, mais en tout cas je suis dans ce truc de j'ai une vie précaire mais qui est rendue possible par plein de systèmes. Donc ça c'est plutôt pour mon parcours personnel et puis j'arrive dans la musique par hasard, par le Covid, par le bénévolat d'abord. On en reparlera, mais c'est un peu aussi le mythe de l'artiste et de l'industrie artistique. Elle est précaire, donc après on peut parler de qui rentre, etc. Mais de base, elle est quand même précaire pour tout le monde. Donc voilà, et puis une chose ou l'autre, beaucoup d'expérience. Je me rends compte que je veux travailler dans la culture, certes, mais dans la musique en particulier. Encore une fois, beaucoup de belles rencontres, et finalement, à force d'expériences les unes après les autres, je me retrouve là où j'en suis aujourd'hui, c'est-à-dire donc accompagner des artistes de façon un peu globale, d'abord en management, puis aujourd'hui avec la structure que j'ai montée, on reviendra dessus plus tard, mais du coup une structure qui accompagne les artistes. Oui, parce que on va beaucoup parler de Newform aussi, et puis des artistes que tu accompagnes qui sont aussi pas toutes des artistes qui sont de classe très favorisée, donc en plus c'est intéressant de voir que c'est aussi des artistes que tu défends, mais on va y revenir. Merci beaucoup d'avoir livré ça déjà pour commencer. Rose-Amélie, de ton côté, toi t'es très au clair avec le fait que t'es transfuge de classe. Tu me disais que t'étais la première femme de ta famille à travailler carrément. Oui, je suis la première femme à être indépendante et à travailler, effectivement. Donc, c'est une intersectionnalité sur le côté femme. Mais ma sœur, qui est une personne trans, est aussi dans le milieu culturel. Donc, on a toutes les deux fait ce parcours-là, chacune avec une rencontre. Ça m'a fait penser à ce que Jean-Paul disait. Moi, ma sœur, c'est un DVD d'un concert de Mathieu Chédid qui lui a donné envie d'être comme l'ingénieur son de Mathieu Chédid. Et du coup, elle est devenue une super ingénieure son, mais à cause de la peur de la précarité, finalement, elle n'est pas restée dans ce domaine-là. Bref, si je reviens à moi, en tout cas, nos parents, notre maman, elle travaille pas et notre papa est technicien. Et moi, mon envie de travailler dans le secteur culturel que je connaissais pas du tout, elle s'est faite parce qu'un jour, quand j'avais 14 ans, j'étais au Carrefour de Chalon-sur-Saône avec ma maman et une dame visiblement artiste, en tout cas, elle était assez atypique et elle est venue voir ma maman en disant on cherche des jeunes filles pour notre spectacle pendant Chalon dans la rue. Donc, c'est la compagnie Art Poème, qui est une très grosse compagnie et donc, on a dit oui. Et donc, j'ai défilé. C'était une sorte de défilé militant. Enfin, j'ai que des souvenirs un peu vagues, mais en tout cas très forts, des images comme ça. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit que je voulais faire ça parce que je trouvais que le monde, il était un petit peu plus grand que celui qu'on m'avait vendu jusqu'à maintenant.
Et sauf que quand on est dans une famille qui connaît pas grand-chose en études supérieures, moi, Sciences Po, je savais pas du tout que ça existait et mes professeurs m'en ont jamais parlé. Et donc, je me suis dirigée moi-même. J'ai fait un IUT information communication. Je ne sais pas pourquoi. Puis j'ai fait des stages. C'est les stages qui m'ont fait. Puis beaucoup de bénévolat. Enfin, toi, t'es vachement rentrée aussi par la pratique de la danse, en pratiquant aussi. Pas vraiment, parce que pour moi, je dissocie complètement la pratique de la danse que je faisais dans une petite école de campagne et j'avais jamais été voir un spectacle de danse. Enfin, c'est la pratique de la danse à la campagne et le milieu de la danse, c'est vraiment deux mondes très très différents. Donc je le rapproche même pas. J'avais pas une passion de la danse. Je pouvais pas dire ça. C'est juste j'ai fait de la danse comme on met. On en a déjà parlé, comme on met toutes les petites filles des années 90 à la danse moderne jazz, quoi. Et donc mes parents m'ont jamais emmené voir un spectacle. Et voilà. Donc j'ai baigné dans plein de milieux populaires parce qu'aussi mon papa est né au Portugal, ma maman est issue d'une famille immigrée italienne. Donc ça fait partie de moi. Et puis ensuite je suis tombée par rencontre interposée dans un stage dans une compagnie de danse hip-hop. Et puis là, j'y suis restée 13 ans. Je suis rentrée passionnément là-dedans parce que je m'y retrouvais davantage que... j'ai fait quand même un IUP, Métiers des Arts et de la Culture, qui était rattaché à une faculté d'anthropologie. Là, j'ai eu beaucoup de chance parce que ça m'a permis de construire un peu ma pensée qui était assez râlée pâquerette, je dirais, sur tout ce qui est culturel. Et puis j'ai très vite arrêté mes études pour bosser, quoi, parce qu'il fallait, enfin je sais pas, c'était comme ça que j'avais été élevée aussi. Il fallait être indépendante. Enfin, en tout cas, je pense que mon modèle était mon père. Il fallait que je sois indépendante. Bref, je pourrais parler longtemps aussi de mon parcours psy lié à tout ça. Et voilà. Et du coup, je suis restée 13 ans dans une compagnie de danse hip-hop. Et puis ça m'a beaucoup forgée. Et aujourd'hui, tu programmes les spectacles? Aujourd'hui, je programme des spectacles. Oui. Dans cette compagnie, on a monté un festival hip-hop. Et puis, j'ai fait mon réseau. Petit à petit, je suis passée par la Villette. Et aujourd'hui, je suis indépendante. Ce qui m'aide aussi parce que c'était très compliqué pour moi de garder une posture. Enfin, c'est aussi quand on est transfuge dans ces milieux-là, on se remet beaucoup. Enfin, en tout cas, moi, je me suis beaucoup remise en question sur ma légitimité à être là et à faire ce métier-là, qui est un métier de pouvoir en plus. Et donc oui, je le fais en indépendante aujourd'hui. Je travaille avec des structures un peu partout en France. Ouais, c'est intéressant parce que toutes les deux, vous avez parlé de... Alors, Colline, tu as beaucoup insisté sur le côté des rencontres. Ça, on va en reparler, qui ont été hyper déterminantes dans ton parcours pour en arriver jusque-là. Est-ce que tu te sens, honnêtement, de temps en temps, un peu à côté parce que tu n'es pas forcément issu d'une classe hyper aisée à la base, que ton éducation, des fois, diffère? Parce que on n'a pas parlé de chiffres. Jean-Paul, vous vouliez pas parler de chiffres tout de suite, mais voilà, on vous invite à les regarder. Vraiment, la majorité des gens qui travaillent dans l'industrie musicale viennent de plutôt classes sociales supérieures, disons, et ont quand même un filet de sécurité au moins économique à côté. Est-ce que toi, tu as ressenti des fois des différences avec des personnes que tu rencontres dans le milieu? Est-ce que ça, je veux dire, ça te freine ou ça te questionne? Non, alors en toute honnêteté, du coup, je pense que tout à l'heure, il manquait un peu une donnée sur ma présentation, c'est que tel que je l'ai présenté, on dirait que ça arrive un peu de nulle part. Quand même, dans tout ça, il y a mon père, qui certes est coiffeur, mais en fait qui pose l'art, et notamment la musique, à un stade très important de la vie, voire c'est ce qui compte le plus. Le travail, c'est autre chose. Vraiment, l'art, c'est ça qui compte. Et du coup, j'ai grandi là-dedans, j'ai grandi avec de la musique qui tourne en fond toute ma vie, et donc pour moi, travailler dans la musique, c'était juste possible, ça a ouvert ce champ-là. Et du coup, avant, pour pouvoir me dire, ok, la musique, c'est possible, j'ai plutôt grandi dans ce truc de... Moi, j'ai la possibilité de faire des études, je vais les faire. Sciences Po, je le fais. Mais ça, c'est mon backup. Ça, c'est le socle, c'est important. Et c'est parce que j'ai mon socle. Et du coup, pendant mes études à Sciences Po, je me suis confrontée beaucoup plus à ça, à cette question de qui j'ai en face de moi, des gros bourgeois, des fils d'eux, des filles d'eux, pour de vrai. Et c'était là que c'était le plus dur. Ouais, la violence dans les études supérieures, on en parle peu. Enfin, je me permets, moi j'ai fait une prépa à Paris, et en venant de province, j'étais la seule à venir d'un lycée public. Je me rappelle de cette violence, de me dire, oh waouh, en fait, vraiment, je connaissais pas ce monde de gens si bien lotis, disons. Ah bah clairement, mais tout est violent. C'est bête, mais la première chose, c'est vestimentaire. Moi, je venais de la campagne, j'ai grandi dans un village. J'arrive en ville, j'arrive dans une grande école. Je pensais que j'avais fait la moitié du chemin en arrivant déjà jusque-là. Et en fait, non, il y a encore beaucoup de choses à rattraper. Du capital culturel, évidemment. Et puis des codes. Beaucoup de codes, beaucoup de violences symboliques liées aux références que les uns et les unes peuvent avoir. Même les références
voilà, sociologiques et tout, parce que on était à Sciences Po et donc on parle notamment de ça, de politique. Et donc j'ai fait le tri dans mes études et je me suis dit, bon, bah, je suis là, je suis pas vraiment à ma place, mais j'aime, 50% de ce que j'apprends. J'aime aussi beaucoup la vie étudiante, quand même, on va pas se mentir, du coup, je vais continuer. Et en fait, possibilité de faire un master et de se spécialiser plutôt dans la culture. Et du coup, c'est à partir de là où je me dis, en vérité, je pense que l'école, je peux me les approprier et je peux faire mon chemin toute seule et me rapprocher doucement de gens qui me ressemblent le plus. Et finalement, aujourd'hui, je me retrouve dans une industrie où, ok, j'ai une éducation qui est celle qu'elle est, une socialisation primaire, etc., qui est celle qui est, mais j'ai une éducation qui est la même, voire même supérieure à d'autres personnes dans mon milieu. Donc finalement, la question se pose plus du tout. Et après, on en reparlera, mais les questions de légitimité, etc., elles se posent ailleurs, elles se posent sur notre expertise, sur certains sujets, etc. Mais finalement, c'est pas violent pour moi de travailler dans la musique, en tout cas. Ouais, en tout cas, ça ne l'est plus aujourd'hui. Ça ne l'est plus, mais parce qu'il y a ce bagage. Oui, et parce que tu as déjà vécu, du coup, ces violences-là plus tôt, finalement. Rosamélie, on dirait que ça a été hyper un tout droit, mais j'imagine que c'était pas autant le cas. Est-ce que tu pourrais nous parler, par exemple, d'un frein en particulier que tu as déjà vécu à ce niveau-là, ou je sais pas, d'un mépris que tu as pu ressentir dans ton expérience passée? Je pense que le mépris, je le sens même toujours. Ça arrive toujours. Quand je vais voir, par exemple, je donne un exemple comme ça, mais si je vais voir un spectacle de danse contemporaine, il y a beaucoup de professionnels qui vont s'extasier devant, et moi, j'ai l'impression de rien y comprendre. C'est terrible. Et je me sens stupide, mais c'est avec le recul où je me dis, finalement, ça aurait pu être des freins, mais moi, je les conscientisais pas à ce moment-là. J'ai fait mon parcours et puis j'ai pris les opportunités dès qu'elles sont arrivées, même si c'était pas les meilleures opportunités, mais moi j'avais aucune idée de ce que c'était ces métiers-là, je les connaissais pas. Je disais d'ailleurs, en plus, quand j'ai postulé dans cette UP, métier des arts et de la culture, si je relis ma lettre de motivation, elle était bête parce que je disais que je voulais monter ma compagnie de danse, mais j'étais pas danseuse ni chorégraphe. En fait, c'était pas du tout ce métier-là que je voulais faire, mais je connaissais pas les métiers. Donc, je l'ai fait naïvement et puis voilà. Et j'ai eu cette opportunité d'être dans une compagnie de danse hip-hop où, au final, les choses étaient beaucoup plus fluides, moins cadrées. Voilà, c'était l'associatif. Je pense que c'était peut-être plus simple aussi comme ça. Et puis, j'ai grandi en même temps que cette compagnie-là. J'y suis restée 13 ans. Et donc, et en plus, je me suis construit avec aussi des gens et un chorégraphe qui lui-même vivait des choses autrement violentes, pas comme je vivais moi, parce que c'est un chorégraphe homme racisé. Issu plutôt de la banlieue et donc c'était pas mon combat, mais moi je luttais à ses côtés et donc les choses sont venues comme ça. Donc je sais pas si c'est une facilité ou c'est une naïveté, mais et voilà. Et ensuite j'en ai fait un peu une force parce que moi j'aime beaucoup le storytelling et j'ai un peu fait de ce parcours-là quelque chose qui finalement m'ouvre certaines portes. Parce que donc je suis programmatrice danse, mais danse issue des contre-cultures, donc tout ce qui est hip-hop, voguing, walking, clubbing, et du coup j'ai cette légitimité-là à parler des gens issus de la marge, et donc finalement ça matche bien dans mon parcours et j'ai une facilité à en parler et à défendre ces artistes-là. Très bien, arriver à en faire une force. On va faire une petite pause musicale. Alors, c'est pour toi, celle-là, Colline. On a décidé ensemble d'un morceau. Est-ce que tu peux nous en parler parce que c'est la première artiste que vous avez signée à New Forms? Oui, c'est donc Céline Desberg. En vérité, c'est une fierté. Elle le saura du coup. On est fiers aussi pour vous. Très fière de la signer. Donc une artiste franco-mongole qui chante en français, en mongol, en anglais et qui fait des morceaux instrumentaux. Et là, du coup, j'ai choisi de vous présenter Shintamani. Donc, c'est son premier single chanté en mongol, qui vraiment est magnifique. Bon, et on s'écoute ça tout de suite. Céline Desberg.
C'était Céline Desberg, signée récemment sur Newform et qui n'arrête pas d'être diffusée dans plein de radios. Je vous invite à écouter son projet absolument. On est toujours en direct sur Radio Anthropocène et c'est Écoute Active sur la lutte des classes dans l'industrie musicale. On a pas mal défriché le sujet en première partie. Là, on va commencer à aller un petit peu plus dans la profondeur du sujet et surtout parler du réseau. Parce que vous l'avez entendu dans les témoignages de Rosamélie et de Colline, il a été assez important à plein d'endroits. Et c'est vraiment a priori le nerf de la guerre pour pouvoir travailler dans l'industrie musicale. Il faut avoir les bons contacts, les bons codes et le bon capital social. Derrière toutes ces trajectoires visibles, le poids des réseaux et des structures professionnelles pèse souvent lourd. Labels, managers, festivals, autant de portes qui restent souvent fermées aux artistes issus des milieux populaires, faute d'accéder au cercle influent. Pour illustrer tout ça, je vous invite à écouter un petit extrait de Peut-on vraiment quitter sa classe sociale de l'émission Les Idées Larges d'Arte, qui est sortie en février 2022 avec la philosophe Chantal Jacquet, qui est professeure à la Sorbonne et qui a créé le concept de transclasse pour aborder les individus qui passent d'une classe sociale à une autre. On s'écoute ça dure une petite minute et on réagit tous ensemble. La volonté, c'est un mot, mais c'est un mot qui sert à masquer très souvent l'ignorance de ce qui permet un changement de classe, puisque quand on dit quand on veut, on peut, eh bien, on se donne d'avance un principe explicatif, parce que pour vouloir, il faut vouloir quelque chose, et il faut bien que ce quelque chose ait émergé, qu'il y ait d'autres modèles sous les yeux, et je ne dirais pas quand on veut, on peut, je dirais plutôt quand on peut, on veut. Si vous n'avez aucune possibilité, si vous n'avez aucun imaginaire, si personne ne vous fait la courte échelle, comment pouvoir s'extirper d'une situation qui s'est reproduite indéfiniment, d'une histoire qui est celle de vos parents, qui s'est reproduite à maintes reprises. Il faut donc précisément qu'il y ait cette combinatoire de facteurs qui permettent d'expliquer une autre trajectoire. Donc c'est ça qui est un peu contre-intuitif, mais qui est important à comprendre, c'est que pour elles, ceux qui échappent à leur classe sociale d'origine sont tout aussi soumis aux déterminismes sociaux que ceux qui restent dans leur milieu d'origine. Les transclasses ont souvent eu une instit qui a su les encourager, ou qui a su les orienter, où ils ont fait souvent une rencontre amicale décisive, ou une rencontre amoureuse, où on leur a présenté quelqu'un qui pouvait être un modèle désirable dans lequel se projeter. Toutes sortes de facteurs qui vont les propulser. C'était donc la philosophe Chantal Jacquet dans Les Idées Larges d'Arte. Jean-Paul, je me tourne vers vous, vers toi. On a dit qu'on se tutoyait, pardon. C'est toi qui as dit. C'est moi qui ai dit, j'assume. C'est acté. Oui, absolument. Tu voulais reprendre un petit peu la parole sur l'histoire de la famille, la question du réseau, donc elle est centrale. Je pense que ce qu'on vient d'entendre illustre assez bien aussi ce que vous nous avez dit tout à l'heure, Rosamélie et Colline, sur vos parcours. Comment sociologiquement on voit ça? Quelles sont un peu les choses dont on peut tirer en fait de cette histoire de réseau difficile à faire, mais en même temps qui des fois avec le fruit du hasard t'emmène quelque part où tu n'aurais pas cru? Alors il y a les enquêtes sociologiques, on va dire des années 1960, qui s'appuient donc sur la manière dont les classes sociales ou les groupes sociaux ou les milieux sociaux. Alors là, on pourrait aller parler des heures de les différences qu'il y a entre parler de classe, de groupe ou de milieu, mais bon, peu importe. Le fait qu'on parlait de classe favorisée ou défavorisée, c'est la théorie de Bourdieu sur le capital social, c'est qu'à un moment donné, quand vous êtes dans un milieu favorisé avec le niveau de diplôme qui va vous offrir un métier qui va vous rapporter de l'argent et qui va vous permettre de développer un capital social et culturel, ça veut dire que votre réseau social est plus étendu que pour d'autres. Ça existe encore, si on pense à ce qui se passe pour les stages en troisième. Il suffit de dire ça. Il faut voir comment ça se passe. Et donc, dans les familles qui ont des réseaux, le papa avocat, il va mettre son enfant dans un cabinet d'avocat du copain et puis il a un truc à traiter pendant que d'autres vont ramer jusqu'à la veille pour trouver un machin, faire le planton derrière le guichet d'une boulangerie à ne rien faire, par exemple. Donc voilà, Rosamélie a fait le planton. Donc les réseaux sociaux, sur cette logique-là, ça existe encore. Alors, je veux dire, évidemment, pour des sociologues, mais il y a plein de choses qui ont changé entre-temps, depuis les années 60. Il y a l'offre culturelle en général, avec les politiques publiques, avec les médias. Et j'ai été très sensible à ce que Colline a dit sur le papa coiffeur qui porte la musique très haut et qui, du coup, crée une ambiance domestique avec ça. Et Colline, tu as commencé par dire « Je ne viens pas de milieu de la culture, mon père est coiffeur, ma mère est secrétaire ». Mais n'empêche que le père coiffeur qui n'est pas dans le milieu
écoute de la musique, met une valeur symbolique très forte. Et ça, c'est grâce aux médias. Et là, on arrive aux médias en général. Hein. On arrive à une génération où tout ce qui s'est passé depuis les années 1960 sur la diffusion musicale et de ce qu'on appelle maintenant les industries musicales ou industries culturelles, l'accès, et ça, les études du ministère de la Culture sur les pratiques culturelles montrent ça, de plus en plus de gens entendent de la musique, c'est pas une surprise, mais on en a fait une valeur de la musique et dans tous les milieux. Donc, à partir de là, que montrent encore des études, Philippe Coulangeon parlait de ça dans une de ses études, c'est que l'offre culturelle en général, elle réduit les écarts, en fait, entre les milieux sociaux. Donc, on pourrait dire qu'il y a un petit peu moins d'inégalités. Elle réduit aussi les écarts entre les territoires, parce que là, il y a aussi beaucoup de choses qui se font au niveau des politiques publiques, plus les formations universitaires dont vous avez parlé, l'IUP à Lyon 2 en anthropologie, par exemple. Bon, ça aussi, ça compte. C'est-à-dire comment les institutions entretiennent des formations, et les écoles d'art, on peut en parler aussi longtemps, comment elles entretiennent des formations qui permettent aujourd'hui ce qui a été permis avant, comme des gens comme toi, Rosamélie, d'avoir ça. Sur les musiciens étudiants au conservatoire, par exemple, où il y a quand même une belle majorité de gens, et on peut les comprendre, qui jouent du violon, du piano, et qui n'ont qu'un rêve, c'est de jouer dans un orchestre symphonique et d'en être salarié. La porte est tellement étroite qu'il y a 5-10% qui y arrivent, et donc tout le reste, les conservatoires ou toutes les institutions qui forment des gens à la musique, classique, et puis tous les genres qu'il y a autour, hein, se posent la question de qu'est-ce qu'on va faire ? Et donc, il y a plein de questionnements en ce moment même, ça fait 5-10 ans que ça dure, dans les institutions musicales, sur la question de la médiation. Alors, on l'appelle médiation par la musique, médiation musicale. Médiation culturelle aussi. Médiation, hein, le voilà. titre qu'on donne, il y a toujours un poste de médiation. Mais là, médiation musicale, c'est pour dire, si tu vas pas dans un orchestre symphonique, il faudra qu'à un moment donné, même si c'est un violoncelle, que tu ailles jouer dans les périphéries des grandes agglomérations avec des enfants de milieux défavorisés. Et là, il y en a qui tirent la gueule parce qu'ils se disent « mais moi, j'ai pas fait le conservatoire pour ça ». Et comme j'ai côtoyé quelques étudiants en donnant des cours dans des lieux de ce type-là, quand ils sont au contact de ces populations-là qui sont pas l'orchestre symphonique, ces personnes découvrent en fait qu'elles ne perdent rien de leur professionnalité musicale et du goût et de la passion pour la musique. Elles s'aperçoivent que la réceptivité des enfants pour le violoncelle, l'opéra ou d'autres choses est tout à fait possible. Et évidemment, là, on a plein de représentations sur, voilà, si je fais de la danse et que je suis dans une école en banlieue, je vais faire du hip-hop. Bah, y a des chorégraphes qui vont là-bas, ils disent, moi, je vais faire tout sauf du hip-hop. Ils ont ça tout le temps. Donc, il faut leur montrer autre chose. Danse contemporaine, etc. Et finalement, la danse contemporaine et le hip-hop se rencontrent aujourd'hui dans les institutions. Le hip-hop s'est artifié, comme disent certaines sociologues qui ont travaillé sur l'artification de certains milieux. Bah oui, on considère que c'est un art. Rosamélie. Vas-y. Après, j'ai un avis assez tranché sur ce que l'institutionnalisation et l'artification a fait au hip-hop. Et j'ai une newsletter et j'ai notamment nommé ça l'échec de l'institutionnalisation du hip-hop sur ce qu'aujourd'hui ça a fait sur la créativité, en tout cas en France. Parce que si on compare à ce que le hip-hop est aujourd'hui en France et ce qu'il est en Angleterre ou ailleurs, ça n'a rien à voir. Mais parce que l'institution l'a guidé fortement, voire poussé à faire des choses qui ne lui ressemblaient pas, parce qu'il fallait qu'il s'hybride, parce qu'il fallait qu'il s'embourgeoise, en fait. C'est ça. Et du coup, on y reconnaît. Et si on veut dévier de ça, c'est très compliqué. Alors, heureusement, aujourd'hui, il y a des personnes qui essayent de faire revenir à une forme je sais pas, d'origine, quoi, comme le CCN faire à Rennes. Mais quand, par exemple, Madame Rachida Dati fait une annonce comme quoi le CCN de Rieux-la-Pape en banlieue devra être hip-hop, parce que c'est une banlieue, certainement, là, on retombe dans une forme de populisme, je sais pas si je... Oui, parce qu'en fait, c'est ça qui est un petit peu, qui est un peu compliqué aussi en ce moment, hein, je pense aussi avec le contexte politique, etc. On s'éloigne un tout petit peu de l'histoire du réseau, mais non, mais c'est intéressant parce que ça parle aussi de la réutilisation des codes des classes populaires et notamment dans le milieu artistique, parce que c'est cool, parce que c'est classe, parce qu'il y a eu des percées, il y a eu des vagues aussi de moments où ça a été en vogue, et donc du coup une réutilisation, et c'est toujours un peu le nerf de la guerre, c'est qu'il y a de l'argent à se faire avec ça, donc
forcément, ça ne passe pas inaperçu. Vas-y, Colline, je sens que tu veux prendre la parole, vas-y. Non, mais c'est juste que par rapport à la question du réseau, en tout cas, il y a plein de choses sur lesquelles rebondir. On peut en effet y passer des heures. Et sur la question même des SMAC, etc. Enfin, de tous, du coup, en périphérie des villes, puisque du coup, il y a la fracture, question économique, donc être privilégié ou pas privilégié, est-ce que c'est une barrière à l'entrée pour faire de la musique? Oui, non. Et ensuite, il y a une autre question, c'est est-ce qu'on peut devenir professionnel de la musique? Oui ou non? Ça, c'est encore autre chose entre pratiquer et devenir professionnel. Et il y a aussi cette fracture entre la ville et la campagne, tout simplement. Et donc, tous les réseaux qui se mettent en place. Du coup, j'ai commencé à travailler dans la musique en travaillant dans une MJC. Et c'est celle de Rieux-la-Pape, du coup, qui est en face du CCN. Et l'idée, c'est que il y a plein de dispositifs qui se sont mis en place, donc des tremplins, un peu de tous les côtés, pour faire de la mise en réseau. Et là, je parle surtout on va dire banlieue et campagne, parce que je pense qu'on peut rapprocher un peu les mêmes choses. Tout un réseau de structures qui sont là, mais qui viennent imposer. Du coup, il y a une shortlist, quoi. Il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Et donc, après, on tombe dans des travers... d'élitisme, de méritocratie. Oui, exactement. Et de codification et de rentrer dans les codes et tout. Donc, ça, c'était juste un peu pour rejoindre ce que dit Amélie. Et pour un peu compléter ce que tu disais, sur la question du réseau pour faire de la musique. Donc, oui, on peut facilement accéder à des conservatoires. On en a tous un peu fait petit. Et ça, pour le coup, je pense, sans trop... de fracture économique, mais c'est après que ça se joue sur comment on fait pour... se maintenir dans la pratique, quelque part. Ouais, exactement. Vraiment. Le maintien de la trajectoire. Ouais. Je me permets juste, parce que du coup, pour continuer sur cette histoire de réseau, tu l'as un peu évoqué, Colline, mais en fait, t'es manageuse d'artistes, donc en fait, le cœur de ce travail, c'est le travail de réseau, justement, de trouver le bon réseau pour faire décoller les artistes que tu accompagnes, en tout cas du mieux possible, et les emmener aux bons endroits, là où, voilà. Comment tu fais pour le constituer, toi, ce réseau? Et voilà, est-ce que il y a des sphères où tu sens qu'il y a des codes plus précis? Comment tu navigues dans tout ça? Oui, donc du coup, partir du principe qu'en effet, le réseau, c'est clairement la clé de la professionnalisation tout court. Donc, en effet, mon métier, il tourne essentiellement autour de ça. Donc, soit un premier temps, une transmission de code et de protection de l'artiste, donc essayer de lui faire comprendre, ou en tout cas de le préserver des violences qu'il pourrait y avoir autour de lui en fonction économique, des enjeux qu'il pourrait y avoir, des guet-apens, un peu tous les côtés contractuels, etc. Et aussi, du coup, de lui donner les codes pour l'amener au mieux sur un développement et savoir interagir avec toutes ces personnes-là à différents moments de sa carrière. Et moi, en premier lieu, mon réseau, comment je l'ai construit? Donc, en effet, tout à l'heure, on parlait des rencontres. Donc, Rosamélie, comment on a parlé de ça? Parce que c'est la base. Donc, pourquoi, au début, le bénévolat? Parce que c'est juste mettre un pas dans le milieu. C'est à ça que sert le bénévolat, c'est passer de l'autre côté. Moi, vraiment, c'est pas vraiment métaphorique, mais mon premier pas là-dedans, c'est passer derrière un bar pour de vrai et tirer une bière pour la première fois. Et tu te dis, je suis de l'autre côté du bar, donc ça y est, je suis de l'autre côté. Je suis pro. Et ça commence comme ça. Rencontre des gens, donc d'abord, en effet, en venant d'un village, arriver en ville et passer derrière le bar dans une ville, c'est déjà beaucoup plus, en fait, c'est déjà un chemin. Et puis en plus, il se passe des choses là-dedans, donc un peu de programmation parce que c'est un tiers-lieu. On voit passer des gens. Il y a quand même, en parallèle, je minimise pas du tout le poids de mon école, donc c'était un master, à la fin du coup dans Sciences Po, c'était un master culture, management des actions culturelles à l'international, donc quand même, il y avait ces gens-là avec des codes et tout. Il y a personne dans la musique, mais voilà. Et si je croise un peu tout ça, j'arrive à donc la MJC. Dans la MJC, je vois passer un peu plein de gens. Il y a des interventions un peu de tous les côtés, donc je vois pas mal de choses. Il y a de la programmation d'artistes, donc je reçois les artistes, je m'occupe de la production, etc. Je passe un peu vite, je fais des rencontres. Du coup, certaines rencontres, je m'y attache, je m'accroche et il se passe des choses. Et petit à petit, mon stage de fin d'études de Sciences Po, du coup, je le fais dans un label, et ça, un label à Lyon, du coup, Sharing Effects. Et là, il se passe plein de choses. Je rencontre vu que c'est une structure qui est plus en place, je rencontre des personnes qui sont plus à même d'aider les artistes de façon beaucoup plus professionnalisante. Et voilà. Et puis là, je prends la décision d'aller faire les formations d'Issoudun. Vraiment, je passe vite. C'est juste que c'est une école très réputée. Très réputée, mais réputée pour sa mise en réseau et sa professionnalisation rapide et intéressante et mobilisable. Surtout ça aussi, un réseau mobilisable, parce que connaître des gens de loin, ça sert un peu à rien. Et c'est aussi pour ça que maintenant, aujourd'hui, j'en suis à là et que je me permets d'avoir monté cette structure et de me sentir un peu légitime, de dire, bon, les artistes, je peux vous amener vers des gens avec qui vous allez pouvoir travailler et on va essayer de faire ça de façon pertinente.
Ouais, donc le réseau, c'est vraiment le nerf de la guerre. Pour finir sur cette histoire de réseau, Rosamélie, toi, tu utilises beaucoup des outils comme les réseaux sociaux, des plateformes de streaming ou aussi ta newsletter. Est-ce que c'est une façon pour toi de l'entretenir et comment tu gères ça? Oui, en tout cas, moi, je suis persuadée que les réseaux sociaux, et même si on peut critiquer TikTok, etc., que c'est une forme de remise à plat de plein de choses, en fait. Il y a des gens on parle de culture du vide ou quoi que ce soit, mais n'empêche que ça permet à certains d'accéder à des endroits dans lesquels ils auraient jamais mis les pieds. Donc, c'est vrai que moi, j'utilise beaucoup mes réseaux sociaux pour me rendre visible, pour parler de ce que je fais. Et ça fonctionne. Enfin, c'est aussi, en tout cas, en tant qu'indépendante, c'est un peu primordial. Et du coup, on vient me chercher aussi de cette manière-là, quoi. Oui, c'est intéressant parce que ça rabat un petit peu les cartes du réseau traditionnel de professionnel à professionnel. J'avais envie aussi pour finir cette émission, de parler de cette histoire de talent qui est quand même un peu le nerf de la guerre des mythes dans la musique, être un artiste talentueux. Pour ça, je vous propose d'écouter d'abord un petit extrait de la vidéo du média Blast, Le talent existe-t-il, dans lequel la journaliste Salomé Saké interroge la neuroscientifique Sama Karaki sur son livre Le talent est une fiction, déconstruire les mythes de la réussite et du mérite, sorti en janvier 2023. Je vous invite à lire ce livre qui est passionnant. On écoute un petit exemple qui est assez parlant et puis on réagit ensemble tout de suite. Vous le citez, on y pense souvent. On dit quelqu'un qui a du génie, c'est Mozart. Il savait composer à 11 ans. Il avait cette forme de talent inné. Et vous expliquez que finalement, c'est être précoce qui nous donne un avantage par rapport aux autres, mais qui ne nous détermine pas à exceller dans le domaine concerné. D'ailleurs, il n'y a aucun besoin de considérer que Mozart était précoce. Ça veut dire que, bien sûr, ce qu'il a fait est exceptionnel, c'est-à-dire le produit est exceptionnel, mais est-ce que la question du potentiel est vérifiée? Non. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans les marqueurs génétiques de Mozart. On ne sait pas s'il était né dans une autre famille, ça aurait pu donner. Il est né dans une famille de musiciens. Il est né non seulement dans une famille de musiciens, mais le père de Mozart avait un projet d'en faire un prodige avant même sa naissance. Et l'année de naissance de Mozart, Léopold Mozart, son père, a publié presque un manuel de comment apprendre la musique aux enfants, avec une pédagogie très avancée pour l'époque, un livre qui a été traduit en 7 langues européennes, et il était lui-même un musicien reconnu, donc ça veut dire avec un très bon réseau, c'est-à-dire que les musiciens qui venaient boire un café avec papa, ce n'était pas n'importe quel musicien, c'était aussi donc baigné dans un capital culturel, dans un capital informationnel, vivre avec un pédagogue musical et ne pas avoir le droit de jouer, d'avoir une enfance. C'est-à-dire que tout cela est très exceptionnel et nous pouvons du coup ne pas avoir besoin d'un ingrédient magique dans Mozart pour expliquer ce qu'il aurait pu donner. Alors des fois, par ce qu'on appelle un épouvantail, c'est-à-dire me faire dire ce que je ne dis pas. On dit alors que tous ceux qui sont nés dans ces conditions seraient de Mozart. Non, parce que l'expérience humaine est complexe. Je ne pourrais jamais dire ce qui fait que Mozart serait Mozart, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Mais je pourrais dire qu'avec ces avantages-là, avantages très exceptionnels, ça augmente les chances. Ça augmente énormément les chances que si Mozart avait une prédisposition, elle aurait tout pour qu'elle s'exprime. Voilà, donc il y a plusieurs facteurs invisibles que nous balayons un peu trop vite. Nous balayons parce qu'ils ne sont pas aussi séduisants que l'idée que Mozart était un génie. Et donc, voilà. Et en fait, c'est comme ça que l'humanité généralise les dispositifs qui, au début, paraissent comme étant exceptionnels et que finalement, quand on comprend comment un dispositif d'apprentissage fonctionne et qu'on le démocratise, quand tout le monde commence à faire ce qui était faisable par quelques personnes dans le passé, tout le monde devient un génie. Voilà, en fait non. Le génie n'existe plus. Ça devient quelque chose qui est normal. Et puis, alors c'est ça qui est intéressant, c'est ça que j'invite aussi dans le livre, c'est que intéressons-nous à ce qui rend cette capacité faisable, parce que c'est ça qui nous permet de faire avancer les dispositifs d'apprentissage collectivement. Jean-Paul, je me tourne vers toi. Je pense qu'elle a bien résumé. Je vous invite vraiment à lire son livre. Alors, est-ce que sociologiquement, on peut dire que le talent est une construction? Et puis peut-être que j'imagine que tu voudras rebondir sur la dernière phrase de grâce à ces combinaisons de facteurs qu'on étudie, on peut mettre en place quelque chose dans l'éducation pour toutes et tous. Comme j'en ai déjà parlé un tout petit peu tout à l'heure, il est évident que les individus ont c'est très compliqué de mettre le bon mot là-dessus. Je vais le dire autrement. Tous les individus sont potentiellement créatifs.
Ça, c'est une base qui se vérifie. Alors, j'ai travaillé, moi, sur des écoles maternelles où j'ai observé et filmé aussi des ateliers d'artistes où ils avaient la chance de prendre 4 enfants pendant 45 minutes, par exemple, ce qu'on trouve très rarement à l'école. Et donc, pendant ce temps-là, il y avait une possibilité de voir un peu ce que les enfants étaient susceptibles de faire. Et j'avais filmé une scène une fois où il y avait 4 enfants avec 2 fillettes très, très différentes. L'objectif, c'était de faire une marionnette avec une plasticienne. Elle avait plein de matériaux. Et donc, il y avait une élève qui a fait 4-5 marionnettes pendant les 40 minutes. Et puis, il y en a une qui en a fait qu'une. Elle mettait beaucoup, beaucoup de temps. Elle prenait son temps parce qu'elle était identifiée comme étant plus lente, avec des difficultés scolaires. C'était moyenne section, des enfants de 4-5 ans, à peine. Et quand on a regardé un peu tous ensemble la vidéo, les enseignantes, les ATSEM qui connaissaient ces élèves-là, et ben en fait, celle qui a fait ces 4-5 marionnettes était identifiée comme créative déjà. On lui a mis cette étiquette-là, c'est une enfant créative. Sous-entendu, il y a des enfants créatifs, il y a des enfants qui ne le sont pas. Et en fait, en regardant la petite Cyrine, je crois qu'elle s'appelait, faire ce qu'elle a fait, ils se sont dit, finalement, elle est créative aussi, mais parce qu'on lui a donné le temps. Et à l'école, on n'a jamais le temps de se rendre compte qu'elle est créative. Alors, des exemples comme ça, on en aurait plein. Et ça pose vraiment la question du temps, de ce qu'on fait, c'est-à-dire avec les petits Mozart qui sont partout, là, avec leur potentialité. Le mot de potentialité est la clé. Il y a un potentiel chez tout enfant, et on pourrait se dire chez tout adulte, pour lui donner le temps de faire des choses qu'il n'a pas faites avant, y compris artistiquement ou techniquement ou plein d'autres choses. Et donc, ce travail-là, c'est évidemment aux institutions, et je mets la famille dedans, à le faire, c'est-à-dire quel temps on accorde aux gens pour qu'ils développent ces compétences-là. Et malheureusement, nos institutions en ce moment, l'état du monde, l'objectif de rentabilité, le fait que l'école doit orienter professionnellement, et donc on doit avoir des enfants qui sont plutôt rapides, productifs. Depuis un certain temps, là, dans les écoles élémentaires, il y a des chronomètres qui sont à l'œuvre pour faire un certain nombre d'activités dans un temps... non pas pour faire des classements comme s'ils faisaient une course d'athlétisme, mais pour que les derniers, les plus lents, se dépêchent un peu plus. Et au lieu de leur dire dépêche-toi, comme disaient les profs avant, il y a le chronomètre. Donc ça dit quand même un certain nombre de choses. Mais les pratiques artistiques à l'école, du coup, elles ont cette particularité-là de nous faire rendre compte de ces potentialités-là. Et du coup, le talent, à partir de ce moment-là, les sociologues, tout ce qui est de l'ordre du don et du talent, si on met cet argument en avant face à tous les autres, on oublie tout ce que la neuroscientifique a dit là. C'est-à-dire que c'est très important d'avoir tous ces facteurs-là autour. Ça ne veut pas dire que le talent n'existe pas, mais c'est qu'un petit facteur parmi plein d'autres qui font que on arrive à des gens qui sont ce qu'ils sont ou ce qu'ils ne sont pas. D'ailleurs, elle parle plutôt de prédisposition plutôt que de talent. Colline ? La question du temps, elle se retrouve dans le débat sur l'intermittence, en vérité, et même sur l'existence même de l'intermittence. L'intermittence, ça existe au nom du fait que pour créer, il faut du temps. Donc après, tout à l'heure, on parlait de réseau, ça c'est sur toute la partie professionnalisation, mais c'est juste qu'en effet, pour pouvoir créer, il faut du temps, donc c'est un luxe. Donc en effet, c'est une barrière à l'entrée aussi sur le fait d'être professionnel ou non de l'art. Et après, j'ai aussi envie de parler du fait il y a une distinction à faire entre le talent et le succès. Dans le sens où le talent, ça rejoint donc la notion de créativité, ce dont tu parlais, mais le succès, il est beaucoup plus lié à un moment, à un esprit du temps, à des rencontres, à de l'investissement économique. Et là, en effet, il y a beaucoup de facteurs qui se rencontrent, quoi, et qui vont faire que, pour du coup accompagner des artistes, moi, ce que je vois autour de moi, c'est que des artistes qui ont du talent, j'ai que ça autour de moi. Des artistes qui fonctionnent beaucoup moins. Mais fonctionner, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est avoir une économie, être diffusé. Et du coup, il y a plein de leviers d'action possibles et mobilisables, et ça, c'est mon métier. Mais ce que je veux dire, c'est que sur les questions de barrières à l'entrée, sur le fait d'être artiste, c'est là que... Et c'est les critères aussi de qu'est-ce qui est reconnu comme étant du talent, finalement, aussi au niveau consensuel de ce monde-là musical. Exactement, et là, ça va être plein de choses. Ça peut être la réception du public à un moment donné. C'est pour ça aussi qu'il existe des niches artistiques, et qu'il y en a même beaucoup. Parce qu'en soi, il y a un public pour tout, mais c'est juste qu'après, il faut pouvoir aller rencontrer ce public-là. Et là où ça change quand même, que parler aujourd'hui de la question de la barrière à l'entrée, par le biais de la lutte des classes et de la position sociale et économique,
c'est pas, on posera pas les mêmes questions qu'il y a, je vais pas dater, mais je veux dire d'il y a quelques années, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de nouveaux outils. Donc, en effet, tu parlais des réseaux sociaux, et il y a l'intelligence artificielle. Enfin, en tout cas, il y a plein de logiciels qui permettent de créer. Et après, la question du talent en tant que professionnel, il y a quand même un truc sur une distinction sur d'artiste entre faire, par exemple, la musique. Il y a faire de la musique, jouer un instrument, et il y a être artiste. Et la différence, c'est la discipline, le travail, les expériences, les collaborations, les rencontres. En fait, c'est perfectionner son art. Et ça, il faut que ce soit rendu possible, en effet, par du temps et le réseau par les rencontres, tout ça. Mais en France, on a donc cette question de l'intermittence, mais j'ai l'impression que si on regarde ne serait-ce que l'Angleterre, être artiste, c'est pas du tout la même chose. En France, on peut être intermittent, donc être artiste. Presque, on pourrait mettre un point, un signe d'égalité entre les deux, alors qu'en vérité, on peut aussi se reposer un peu et finalement être considéré comme artiste en France. C'est moins difficile dans le sens où en Angleterre, pour être artiste, faut le vouloir. Faut vraiment le vouloir. Ça veut dire retomber dans une précarité assez rapide, mais telle qu'on la connaît quand on n'a pas l'intermittence, ça vient rapidement. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut travailler à côté. C'est une économie d'investissement. Donc, en plus, pour la mise en réseau, tout à l'heure, ce que j'ai pas trop dit, c'est que c'est pas parce qu'on met des gens en contact que ça se passe. Parce qu'encore une fois, c'est une économie d'investissement. Donc, tout le monde se positionne en se disant est-ce que dans 5 ans, 10 ans, je vais récupérer l'argent que j'ai posé ? Tout le monde se pose cette question-là. En vrai, ça se comprend. Mais... Et du coup, en Angleterre, il faut quand même... il faut s'accrocher là-bas. Ouais. C'est vrai qu'on a ce système-là en France qu'il faut noter qui déprécarise un tout petit peu. Je donne juste la parole à Rose-Amélie sur cette notion de talent. Qu'est-ce que t'en penses, toi, du talent ? Question très travaillée. Je suis pas sûre d'avoir quelque chose à rajouter de plus que ce qui a été dit sur le talent, quoi. Ok. Jean-Paul avait quelque chose à dire. Je pense que, oui, juste en 2 mots, parce que l'heure est vraiment pressée, mais ça serait dommage de résumer les pratiques artistiques à la question du talent. Parce qu'il y a plein de formes esthétiques qu'on connaît tous au XXe siècle qui ont été faites et où la question du talent n'est pas le problème. C'est-à-dire, c'est une pratique artistique collective qui va surtout avoir comme objectif de générer du relationnel, du social. Et donc, la qualité esthétique au sens de la virtuosité, toutes ces qualités-là qu'on met autour de l'art, sont pas du tout le sujet. Et finalement, c'est là que l'art a un pouvoir social beaucoup plus fort que ce qu'on croit, où il crée des formes relationnelles qui sont assez nouvelles et où les gens s'entendent très bien parce qu'il y a une espèce de simplicité. On est dans des lieux, alors les tiers-lieux, par exemple, peuvent être des occasions de ce genre-là, où les artistes vont travailler avec l'alimentation, par exemple. Et là, il y aura plus du tout de question de talent. On n'est pas du tout là-dedans. Alors, on n'est pas dans la musique, là, mais... Non, mais cette notion-là, elle est la base des droits culturels et de ce qui se développe aujourd'hui. C'est sur cette base-là et que l'art... Il peut avoir bien sûr d'autres vertus que la virtuosité en tant que telle. On parlait du temps, du luxe du temps. On l'a plus vraiment tout de suite. Avant de conclure, je voudrais déjà vous remercier et puis surtout vous passer peut-être la parole à chacune à votre tour pour dire, j'imagine, plein de choses que vous n'avez pas eu le temps de dire, mais peut-être la chose la plus importante que vous auriez aimé pour conclure un peu cette émission. Rose-Amélie. Moi, j'accompagne pas directement les artistes, mais en tout cas, j'essaye d'être au plus proche des lieux quand je fais les programmations. Et souvent, ils n'ont pas la notion de tout ce qu'ils ne contrôlent pas, qui est, ça rejoint tout ce qu'on a dit, mais qui est la notion du privilège, mais aussi des sphères d'influence. Et du coup, je les invite à aussi essayer de se détacher de ça et en même temps d'en avoir extrêmement conscience par rapport au talent. Du coup, je reviens juste sur ça pour conclure. C'est que, en tout cas, dans la danse, ce qui décide de ce qui fonctionne aujourd'hui, ce qui fonctionne demain, c'est, en tout cas dans la danse contemporaine, c'est pas forcément le talent, quoi. Il y a des tendances qui sont décidées par des gens d'influence qui se ressemblent tous et toutes à un moment, et que du coup, ça dépasse l'autodétermination. Donc moi, c'est pour ça que j'essaye de faire un travail sur davantage de représentation. Alors pas dans les programmations évidemment, mais c'est presque trop tard, mais dans les endroits où les gens programment. Donc, j'essaye de pousser des gens à prendre ces postes-là. Parce qu'en fait, il y a plein de personnes qui se l'interdisent. C'est un métier où il n'y a pas de formation.
Donc, c'est pour le coup un vrai métier de réseau. Et on décourage énormément les personnes. Et puis alors, il y a la question de la légitimité. Donc, allez-y et puis dites oui, parce que souvent, les personnes disent non. D'abord parce que, non, je me sens pas, etc. Dites oui. Et puis, ça passera, quoi. Et c'est ce que font davantage les personnes de pouvoir, quoi. Dire oui, puis après, on improvise. On peut te suivre donc sur tes réseaux sociaux, Rosamélie. Et ma newsletter. Et voilà, ta newsletter, notamment, t'en as fait une sur le fait d'être transfuge de classe, si celles et ceux qui nous écoutent veulent un petit peu approfondir. Colline, un dernier mot sur cette histoire de classe sociale, de lutte des classes. Déjà, merci d'avoir bien voulu témoigner un petit peu de ton parcours. Je pense qu'il y a un truc qu'on n'a pas trop évoqué, c'est quand même sur la question de la professionnalisation et le fait de, du coup, est-ce que l'artiste, c'est un truc de bourgeois ou pas. Il n'y a pas d'école pour devenir pro de son art. Donc, on va maîtriser son instrument. Mais après, derrière, aujourd'hui, tu es obligé d'être entrepreneur de ton propre art à partir du moment où tu veux te professionnaliser. Tu commences tout seul, tu vas être tout seul et ensuite tu t'entoures. Il n'y a personne qui est là pour t'expliquer comment, derrière, tu vas gérer ta compta, ta communication. Enfin, tout ça, ça fait... Et c'est des métiers. Et c'est là où, du coup, il va y avoir des barrières à l'entrée, mais qui s'expliquent clairement. Et pour le coup, chez les bourgeois, comme chez les gens qui n'ont pas de thunes, je l'ai vu à Sciences Po, par exemple, et il y a beaucoup de gens qui voulaient pas faire la filière culturelle que j'ai fait, parce que leurs parents, et donc eux, mais pour en avoir connu certains de près, leurs parents considèrent pas la culture ou les métiers dans la culture comme quelque chose de sûr, comme quelque chose de valorisant, ok, mais qui est pas quelque chose qui va être professionnalisant au sens économique du terme et tout ça. Oui, faut pas oublier de dire que c'est précaire pour toutes et tous. Après, oui, c'est ça. Et moi, j'ai été confrontée à des gens qui m'ont dit, mais c'est pas un vrai métier. Enfin, tu vas le faire, tu vas t'amuser, ça va être super, mais derrière, il va rien se passer. Et c'est pas aussi valorisé qu'être avocat ou tout ça. Donc en fait, même dans les milieux bourgeois, il va y avoir des barrières à l'entrée sur ça. Et de l'autre côté, quand on n'a pas les moyens, c'est quand même un peu un monde de se dire, tiens, je vais me lancer là-dedans et puis ça va être aléatoire, vraiment basé sur rien. Et c'est le parcours que je vois de personnes qui sont nées en se disant je vais être artiste. Alors soit il y a des parcours très individuels de dire c'est parce que vraiment par passion, etc. Mais il y a aussi par exemple pas mal de gens qui sont aux Beaux-Arts. Je veux pas faire des grandes généralités, mais quand même quand on rentre aux Beaux-Arts, on sort de là en se disant je sais pas, je vais juste apprendre des techniques artistiques et derrière je sais pas ce que sera ma vie. Et je trouve que c'est un luxe quand même un peu. Là en ce sens-là, c'est un luxe. Et du coup, moi, ce que je vois autour de moi, c'est que les personnes précaires qui aujourd'hui se professionnalisent, elles ont tout de suite des plans B. Ou des filets de sécurité économique. Voilà, exactement. Mais toujours des plans B. Ouais. Oui. Partir dans la musique sans plan B, c'est quand même, en tout cas, un luxe. C'est là un luxe. Ouais. Voilà. Très bien. Merci, Colline. Jean-Paul, on a commencé par vous, on finit par vous. Eh ben oui. Voilà. C'est la socio qui entoure bien tout cet épisode. Oui, mais alors, moi, je suis ravi d'avoir entendu ce que j'ai entendu parce que ça confirme un peu ce que je trouve qu'il est important de penser par rapport à l'état de la société en général. C'est-à-dire, on a des structures sociales qui reproduisent beaucoup les inégalités, c'est-à-dire massivement, on le voit à l'école, on le voit sur les pratiques artistiques. Et puis, il y a toujours ces marges qui travaillent grâce au développement des médias, grâce à l'offre culturelle qui a changé, grâce aux réseaux. Alors, les réseaux qu'on peut avoir avec les rencontres, les contacts qu'on peut avoir, puis les réseaux qu'on appelle sociaux, qui sont des médias sociaux, si on prend le terme anglais. Et donc, c'est un peu le plaisir d'une société démocratique que de voir ces possibles-là émerger, mais qui semblent toujours travailler à la marge et jamais être centraux, notamment parce que, comme Rosamélie a dit pour le hip-hop, les institutions absorbent ça et le font à leur manière, c'est-à-dire la manière bourgeoise pour aller très très vite, mais en gros, on institutionnalise au sens, on met les mêmes formes que ce qui existe dans les autres institutions pour rendre ça crédible, artistique, valable, présentable. Et heureusement, il y a des couches qui travaillent ailleurs et qui proposent autre chose. Et il y a quand même une demande des citoyens et des citoyennes d'aller vers ce genre de structure-là. Moi, c'est cette richesse-là qui me plaît, mais qui est évidemment insuffisante. Si elle continue de tourner comme un satellite autour d'une grosse masse avec une structure très très lourde qui reproduit les inégalités, ça a assez peu d'intérêt et on va être pris pour un marginal, c'est-à-dire, comme vient de le dire Colline, quoi. Tu vas t'amuser, mais c'est quoi ce métier ? Il faut arrêter de penser comme ça, mais
il suffit pas de le dire. Il faut que les gens travaillent vraiment au fond de ça pour que ça change. Merci beaucoup. La diversité donc musicale et de cette industrie ne peut pas être un simple argument marketing. C'est aussi donc une question de justice culturelle. J'espère qu'on a un tout petit peu pu aborder ce sujet ensemble. Et puis, si le monde de la musique veut se renouveler, il doit apprendre à s'ouvrir vraiment. Et je souligne le vraiment. Merci à tous pour l'écoute active. À mes invités, Rosamélie, Colline et Jean-Paul. Merci énormément. Merci Camille. Le visuel de l'émission, c'est toujours Maya Nil et la guitare du jingle, c'est toujours Kebondi. Merci à l'équipe de Radio Anthropocène pour la technique et la diffusion. On se retrouve le 7 mai pour le 4e épisode. D'ici là, prenez soin de vous. Écoute active.